Madame, Monsieur, bonsoir. Après 3 ans de guerre, l'Ukraine tient, mais à quel prix? Hier marquait l'anniversaire de l'offensive russe sur l'Ukraine et 2 résolutions ont été soumises à l'occasion au vote de l'Assemblée générale des Nations unies. Ces 2 votes cristallisent la reconfiguration des puissances quant au conflit ukrainien. Je m'explique. Comme depuis le début de cette guerre, les Européens soumettent un projet de résolution qui condamne l'agression russe. Résultat du vote, une majorité de voix pour, sauf celle des États-Unis et certaines abstentions comme celle de la Chine ou encore de l'Algérie. La résolution américaine ne condamne pas et appelle, elle, à une fin rapide du conflit Russie-Ukraine. Qui plus est, la rencontre hier à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Emmanuel Macron met en évidence ce fossé grandissant entre les alliés historiques, à savoir les États-Unis et les Européens. Sur le soutien à Kiev notamment, le président américain se plaint de la différence de contribution entre Européens et Américains, avant d'être immédiatement interrompu et corrigé par le président français, qui assure, sans pour autant convaincre son homologue, eh bien, que l'Europe contribue à hauteur de 60% de l'effort total de guerre. Alors pourquoi l'Ukraine négocie-t-elle un accord sur ces minerais avec les États-Unis? Trump a en effet déclaré plus tôt ce mois que l'aide militaire et économique des États-Unis à l'Ukraine s'élèverait à environ, tenez-vous bien, 500 milliards de dollars et qu'il souhaite que son pays ait accès aux minerais ukrainiens pour une valeur équivalente. Du coup, c'est le président russe Vladimir Poutine qui s'est dit ouvert, c'était hier, à l'idée d'offrir aux États-Unis un accès aux minerais rares de la Russie. La paix contre les minerais? Alors l'Ukraine tient, mais à quel prix? Nous en débattons ce soir avec mes invités. D'abord en plateau, l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et se joint à nous depuis Metz en France, le docteur et enseignant-chercheur expert en gestion de crise, analyse des questions de défense, Patrick Ancel. Bonsoir et merci de vous joindre à nous ce soir. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, monsieur. Avant le débat, messieurs, sur la diplomatie et sur la reconfiguration, littéralement, des positions, notamment celle des États-Unis, d'abord, un état des lieux sur la situation sur le terrain et d'abord, où en est-on aujourd'hui dans l'avancement des affrontements entre les troupes russes et ukrainiennes? Colonel Saoud. L'offensive russe continue. Elle est en train de grappiller du terrain, même un peu lentement, mais je pense qu'il y a un recul ukrainien ou ce qu'ils appellent le repli stratégique. C'est ce qu'on peut voir sur cette carte voilà. De l'Institut pour l'étude de la guerre, the Institute for the Study of War, et on voit que l'avancée russe, qui est en rouge là, et puis surtout quelques villes dans des oblasts qui ont été récupérées. Tout à fait. Un commentaire, colonel. Oui, vous avez là les 4 oblasts qui sont concernés et une partie est occupée par les Russes, à Luhansk, à Donetsk, à Mariupol, Melitopol, Kherson, c'est pas... et évidemment la Crimée depuis 2014. Là, la situation... Voilà la situation. Dans l'oblast du Donetsk. À Donetsk, Advivka a été prise. Il faut le voir. Mais au milieu de absolument. De la carte, oui. Ça, c'est l'oblast de Luhansk. Il y a pas mal de villes et de villages qui ont été pris, y compris la ville d'Advivka, qui est quand même un verrou stratégique important. Et pour les autres villes qui ont été prises, l'offensive avance, mais très lentement, et au prix de beaucoup de pertes des 2 côtés, notamment du côté de l'offensive. Sur l'autre oblast, évidemment, vous avez vu Bakhmut, Florivka, dans l'oblast de Luhansk, mais il reste encore Pokrovsk, qui est quand même aussi stratégique, qui n'a pas été gagné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre là, vous avez aussi un autre oblast
où il y a des prises quand même territoriales, des Zaporijia, mais qui n'est pas terminée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre l'annexion sur le papier faite par les Russes, d'ailleurs ils célèbrent le 30 septembre comme l'anniversaire de la réunification des terrains, mais sur le terrain, les 4 oblasts ne sont pas tous occupés. Et le Kherson, par exemple, il est toujours entre les mains des Ukrainiens et d'autres villes. Même si, en fait, la ville de Kherson est toujours aux mains des Ukrainiens, mais l'oblast de Kherson a été pris par les Russes. Tous les oblasts ont été... Une partie des oblasts a été prise, évidemment. Mais il faut aussi signaler que l'Ukraine a pris aussi une partie du territoire russe dans une éventualité de deal territorial. Et là, on parle de Kursk. De Kursk. Sauf que, aux valeurs aujourd'hui, ils sont à peu près à 400 km², alors qu'ils étaient à 1200, 1300. C'est une incursion, mais ça reste quand même une incursion de l'Ukraine sur la Russie. Oui, c'est pour faciliter peut-être un deal territorial que la Russie a refusé catégoriquement. Il faut rappeler que l'ensemble du territoire ukrainien est à nouveau placé en état d'alerte aérienne ce mardi. Un commentaire sur votre diagnostic, Patrick Ancel, de la situation après 3 ans de guerre. Avant que nous ne commentions avec vous aussi, Patrick Ancel, ce vote hier à l'ONU, ou que dis-je, ces 2 votes hier à l'ONU. Oui. Alors, au niveau de la guerre elle-même, il y a effectivement, comme l'a dit le colonel, une usure qui est considérable. Les pertes sont effroyables. On a un nombre de victimes qui est énorme à la fois chez les combattants et chez les non-combattants, surtout côté ukrainien pour les non-combattants. Cette attrition, elle touche ses limites. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement les Russes continuent à avancer, mais que les Ukrainiens ont bien compris qu'une guerre défensive leur coûterait beaucoup moins d'hommes. L'offensive qui avait été menée par les Ukrainiens pour contre-attaquer avait été un fiasco. Ils n'auraient jamais dû la faire, en fait, cette offensive, mais ils pensaient avoir le matériel et la formation pour le faire. C'est beaucoup plus létal d'attaquer que de défendre. Là, l'Ukraine se défend très bien, le front tient, comme l'a dit le colonel, l'usure est lente et très progressive, coûte extrêmement cher en vie humaine et en matériel aux Russes. C'est pas si évident que ça de voir la Russie percer et l'Ukraine s'effondrer, comme l'annoncent certains observateurs. De même qu'inversement, l'Ukraine n'est pas en train de gagner la guerre. Ça veut dire qu'après 3 ans de lutte, David résiste à Goliath, n'a pas vaincu le géant, mais ça reste une situation qui pourrait perdurer pendant encore pas mal de temps, même si tout le monde, à mon avis, sera favorable à une pause. On parle de cessez-le-feu, on ne parle pas d'accord de paix à ce stade. En tout cas, c'est ce qu'a assuré, a confirmé hier le président français, qui était assez confiant quant aux espoirs d'une trêve. On y revient plus tard. Peut-être un commentaire maintenant sur ces votes hier à l'ONU. Bon, d'abord, parce qu'il y a eu 2 résolutions. 2. Vous voulez commenter laquelle, du coup, Hassan Saoud? C'est probablement inédit. Oui. De résolutions contradictoires, l'une ukrainienne avec l'Union européenne et l'une les États-Unis et ceux qui la soutiennent. Et on a voté les 2, à peu près à 93 pour. Bon, la différence entre les contre, mais il y a surtout les abstentions. Dans les 2, on n'a pas vu ça. Et ça pose évidemment le problème de toute cette stratégie transatlantique qui commence à se fissurer, malheureusement. Parce que les États-Unis ont une stratégie quand même... C'est assez inédit de voir que ces 2 membres du Conseil de sécurité votent pour la même résolution. C'est assez inédit dans l'histoire, j'ai envie de dire, des Nations Unies. Quand on voit les États-Unis, Russie, Chine,
et Corée du Nord voter, ça pose quelques questions. Alors, justement, parmi les questions, là, je me tourne vers Patrick Ancel. C'est quand même un retournement à 180 degrés de la politique étrangère américaine en ce qui concerne sa position sur l'échiquier mondial. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on est au début d'une nouvelle ère de la politique étrangère américaine? Votre confrère sur MSNBC a annoncé hier, a eu un propos très intéressant hier en disant que c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis Roosevelt qu'un président américain n'incarnait plus le rôle de leader du monde libre. Alors, Laurence O'Donnell est plutôt à gauche, hein, Oui. il l'assume très très bien. Hein, Ouais, il travaille pour MSNBC, donc c'est pas Fox News. Mais le propos est très intéressant et effectivement, c'est quelque chose qui ne touche pas Trump, cette fonction symbolique. Gendarme du monde, peut-être, leader du monde libre, aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, monde libre, ça ne veut pas dire grand-chose pour lui. On est dans quelque chose qui finalement est le reflet de ses promesses électorales. Hein, cette situation-là, je rappelle que son slogan c'est Make America Great Again. C'est pas autre chose. C'est pas faire le monde libre. C'est pas que l'OTAN soit forte. C'est pas que l'Europe soit le meilleur ami des États-Unis. C'est pas le sujet du tout. Et mine de rien, en quelques jours, je ne sais pas si ça rend l'Amérique plus grande, mais en tout cas, ça replace l'initiative côté américain. Les États-Unis avaient perdu l'initiative sur cette affaire ukrainienne. L'administration américaine était dans une action multilatérale de soutien, négocié avec les alliés, de tentatives de compromis avec l'ensemble des parties prenantes. Trump a shooté dans la fourmilière et en ce sens, il a ramené les lumières des projecteurs sur lui. Aujourd'hui, le monde entier écoute chacun de ces mots en se demandant ce que ça signifie, où est-ce qu'il veut en venir, quel sera l'objet des négociations à venir. Il a repris de facto le leadership en shootant dans la fourmilière. Et ça, c'est probablement le premier point à avoir en tête, c'est cette grille de lecture à l'aune des enjeux américains et des enjeux électoraux qu'on ne doit pas oublier, hein, qui sont toujours en arrière-plan dans la politique américaine, mais qui sont sans doute très très présents. Mais il n'est pas en campagne. Donald Trump a remporté les élections, donc il n'y a pas vraiment d'enjeux électoraux. Oui, mais il a fait des promesses, il les tient. Après, ça dépend des deals qui seront faits. Ça, c'est à condition que le deal se fasse avec l'Ukraine ou la Russie, ou les deux. Qui sait? Il a fait la moitié du chemin. Il a fait la moitié du chemin. C'est-à-dire que comment je suis grand, entre guillemets. Il faut avoir en tête que les électeurs qui ont le plus voté pour Donald Trump sont des personnes qui ont plus de 50 ans. C'est-à-dire qui ont vécu 20, 30, 40 années de leur vie dans la guerre froide, avec comme ennemi numéro 1 l'Union soviétique. Qui est le leader qui a incarné jusqu'à la réélection de Donald Trump, ce leadership au niveau d'un chef d'État, c'est clairement Poutine. Et je ne suis pas sûr que l'électorat américain connaisse beaucoup d'autres chefs d'État à l'international. Eh bien, je suis Donald Trump, je parle à Poutine d'égal à égal et je m'engage à ce qu'il vienne négocier. Je sais que je vais l'amener négocier. Donc c'est moi le plus grand, je suis le leader et je suis le président des États-Unis. Donc de facto, puisque je suis grand, les États-Unis sont grands. J'ai fait la moitié du chemin. Comment les Européens perçoivent justement ce nouveau c'est un nouveau positionnement. Ce nouveau positionnement américain, comment est-il vu en Europe? Alors, l'incompréhension, c'est clair, un sentiment d'être lâché, c'est-à-dire d'être désormais sans filet, ce qui n'est pas vraiment le cas. On est dans une négo, on n'est qu'au début. Ce qui a choqué, c'est sans doute davantage le discours de Munich de J.D. Vance il y a quelques jours, où finalement il y a eu un effondrement complet de ce qu'on pensait être la posture américaine, pour découvrir que Poutine était fréquentable, Zelensky ne l'était pas, Zelensky est un dictateur, c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre. C'était une série de vérités alternatives, hein, pour prendre le vocabulaire de Donald Trump, qui venaient mettre à bas tout ce qu'on pensait être les relations avec les États-Unis. Mais Donald Trump, ce n'est pas l'administration américaine, et ce qu'il dit n'est pas forcément le fond de sa pensée. Alors, certains disent il est fou. Enfin, on est dans une zone de totale improvisation, on ne sait pas où il veut aller. Beaucoup n'en sont pas si sûrs, et au contraire, il y a sans doute
une stratégie extrêmement intéressante qui consiste, je shoote dans la fourmilière, je démonte Zelensky, qui est pourtant proche des valeurs occidentales. Enfin, il défend la démocratie, enfin voilà, il représente, il a tous les attributs finalement de ce qui fait l'Europe. Eh bien, il se fait démonter par Donald Trump. Inversement, Poutine n'est pas encensé, mais quand même est présenté comme fréquentable, comme qu'est-ce qu'on dit finalement? Zelensky a dit non aux États-Unis sur les minerais dans un premier temps, non à des concessions territoriales. Il est dénoncé par l'administration américaine proche de tout perdre. Il est corrompu, c'est un dictateur, bref, il va finir en prison et l'Ukraine va être démantelée. Et puis progressivement, il commence à négocier. Il accepte un accord sur les minerais qui est en cours de discussion. On n'en est pas encore sur les concessions territoriales, mais ça va venir. Je suis Vladimir Poutine. Qu'est-ce que je vois? Aujourd'hui, j'ai plutôt le vent en poupe. Qu'est-ce que ça va être demain si je dis non à Donald Trump? Oui. Et donc, c'est sans doute davantage une façon de négocier qu'une posture pérenne, ce que nous dit Donald Trump par rapport à l'Europe, par rapport à l'Ukraine, par rapport à Vladimir Poutine. Oui, mais c'est pragmatique. Alors, Donald Trump a affirmé que Poutine accepterait les troupes européennes de maintien de la paix. C'est pas ce qu'a dit Vladimir Poutine. Bon, après, effectivement, entre ce qu'annonce Donald Trump et ce qui est, d'ailleurs, même cette question de budget alloué à l'Ukraine, où il avance un budget de 500 milliards. Que représente 500 milliards de dollars? Juste pour peut-être donner aux téléspectateurs une idée sur ce montant avancé par Donald Trump, sur toutes les aides économiques et militaires qui ont été données ou prêtées d'ailleurs à l'Ukraine. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget de défense des États-Unis, c'est 900 milliards de dollars. Oui. Donc nous sommes là à plus de la moitié, d'après ce que dit Trump. Or, la réalité de tous les calculs attestent que ça ne dépasse pas les 113 milliards de dollars. Et l'Europe, dans ses charges cumulées, représente quand même autour de 134 milliards. Voilà. Mais il dit qu'il veut récupérer 500 milliards de minerais de l'Ukraine. Oui, mais il a dit, et il est honnête en le disant, je n'ai fait que des deals et c'est ce que je sais faire. Mais il dit que l'accord est très proche. Il sait faire finalement les deals. Absolument, parce qu'il faut ouvrir une parenthèse. Ce deal-là, c'est Zelensky qui l'a ouvert en premier. Oui, oui. Faites bien donc il l'attend peut-être la semaine prochaine pour signer, selon ses dires. Maintenant, le contenu de ce deal, on verra. Est-ce qu'on en sait quelque chose, justement? Que sait-on de ce deal? On n'en sait pas plus. Vous savez, je pense que ce n'est pas facile. Vous avez un territoire où une bonne partie, où une partie est encore entre les mains des Ukrainiens et une partie entre les mains des Russes. Vous savez, ce deal, il y a quelque chose de géométrique dans l'espace. C'est dans la déclinaison que ça sera difficile à réaliser. Comment peut-on, concernant ces minerais stratégiques ou minerais critiques, vous savez, l'Ukraine en régorge uranium, or, manganèse, graphite, tout ce qui sert à la technologie d'aujourd'hui. Notamment les batteries électriques. Absolument. Toute la technologie, madame, et les batteries, évidemment, il y a du mercure, il y a tout. Et il se trouve qu'une bonne partie se trouve dans le territoire ukrainien conquis par la Russie. Alors, comment va-t-on régler ce problème-là? Je pense qu'au moment de discussion pratique, et puis comment on va faire? Il faut d'abord un cessez-le-feu. Il faut une période d'accalmie, il faut un cessez-le-feu. Une trêve est possible selon vous? Je ne sais pas, c'est complexe. On ne peut pas régler en 24 heures comme il l'avait dit, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est là. Pour Macron, ce serait des semaines. Oui, des Macron semaines. pense en tout cas que la trêve serait possible dans les semaines à venir. Oui, à condition que l'Ukraine fasse partie du deal. Il n'est pas question, comme l'ont pensé certains conseillers du président, que ça se fera sans l'Ukraine et sans l'Europe. Ce sont des acteurs importants
dans ce deal-là, et de mon point de vue, objectivement, doit faire partie quand même de ces discussions, de ces pourparlers de paix. Et il restera le problème de la déclinaison des moyens militaires et du personnel militaire destiné à garantir cette paix durable, entre guillemets. Ça sera un autre problème. Ce serait peut-être les Européens, comme l'a affirmé Poutine? Oui, il a accepté, mais est-ce que les 30 000 que le tandem franco-britannique a proposé suffirait? J'en doute. Et quelle serait la mission? Quel serait le mandat? Ça ne peut pas être fait sans un mandat. On sent quand même que Poutine, depuis l'élection de Donald Trump, est beaucoup moins isolé. Oui. La Russie est beaucoup moins isolée aujourd'hui qu'elle ne l'était l'année dernière. L'invisibilité qu'il avait, il était considéré comme un paria. Aujourd'hui, le nouveau président, l'ex-nouveau président des États-Unis lui a donné une visibilité extraordinaire. Il est redevenu au centre de toutes les discussions. Et ça, évidemment, quand on parle de grands pays, la Russie est un grand pays. Le président américain l'a dit, mais c'est une palissade. On n'avait pas besoin de le dire pour que la Russie soit grande. C'est le pays le plus grand au monde. Et bon, c'est tellement le pays le plus grand au monde qu'il propose même une partie de ses territoires pour que les entreprises américaines viennent exploiter. Oui, vous savez... Ça, c'est Poutine qui l'a dit. Là, encore une fois, c'est ce que Poutine met sur la table, si je peux me permettre l'expression, à Donald Trump. C'est-à-dire là aussi, on n'est que dans du deal purement économique. C'est vrai qu'il a évolué. Vous savez, USA, Russie, dans les éléments de langage, il y a une répartition des rôles. Côté russe, c'est évidemment le président, Patroutchev, Petrov et évidemment le ministre des Affaires étrangères. Côté américain, vous avez le président, vous avez évidemment le chef du Conseil national de sécurité, vous avez celui qui est missionné pour l'Ukraine et vous avez Rubio. Il y a une répartition des rôles dans la communication. Pourquoi? Si on se trompe, on peut récupérer l'erreur. Et c'est la tactique des deux. Hein. Il y a une distribution de rôles importante. Mais le deal, il est proposé. Et moi, la question que je me pose, comment décliner ça sur le terrain? Et ça, je n'ai pas de réponse à la question, madame. Du coup, je ne sais pas si je suis tentée de poser la même à Patrick Ancel. Est-ce que dans toute négociation, peut-être qu'on place quand même la barre à un certain niveau, plus haut que ce qu'on devrait avoir, mais on est face à une situation, et il faut le dire, quand même assez inédite. Et c'est un vrai chamboulement, j'aimerais bien finir sur cela, des règles, non seulement du droit international, parce que maintenant, selon les États-Unis, c'est l'Ukraine qui est fautive. Selon les États-Unis, Zelensky serait un dictateur. Mais Poutine est là, on peut discuter avec lui, on peut négocier avec lui. Est-ce qu'on n'est pas finalement, au-delà des promesses électorales que vous évoquiez tout à l'heure, finalement, est-ce que cette guerre David-Goliath, elle va prendre un autre tournant après cette réélection de Donald Trump? Alors, c'est provisoire, hein. C'est provisoire, ces propos et cette posture. Il est clair que le président Zelensky allant à Washington, on va voir les États-Unis mettre de l'eau dans leur vin, mais c'est prémédité. L'idée, c'est de rappeler à Zelensky qui commande. Et donc là, je le dénonce, il est prêt de tout perdre si j'écoute les propos des États-Unis. Donc, il va forcément être beaucoup plus ouvert à négocier, à accepter des concessions, notamment des concessions territoriales. Donc on va voir le balancier. Hein. Du côté de Vladimir Poutine, il y aura aussi des concessions à faire. Et la Chine observe ça. La Chine observe ça, ça a été souligné hier par Hubert Védrine, notre ancien ministre des Affaires étrangères, qui disait à juste titre ce qui va se passer en termes de capacité de mettre la pression sur Vladimir Poutine du côté des États-Unis, hein, bien sûr, hein, de la part des États-Unis, va être un indicateur de l'avenir de la compétition
pour ne pas utiliser un autre terme, entre la Chine et les États-Unis. Si on voit une négociation très favorable à Vladimir Poutine, ça signifiera que la puissance américaine n'est pas ce qu'elle revendique d'être. Et donc, il y a un véritable enjeu à ce niveau-là. C'était l'un des arguments que le président Macron devait avancer auprès de Donald Trump, c'est de dire, attention, la Chine observe. Oui. Et en ce moment, la Chine observe et s'abstient de voter quand même. Elle n'a pas voté, la Chine. Mais elle a une posture, mais elle doit se régaler sur ce qui se passe et en même temps être très attentive. Oui. Colonel Saoud a une réaction, si vous le permettez. Vous disiez, Colonel Saoud... Oui, je pense qu'il faut quand même saluer l'initiative du président français. Aller à Washington pour discuter avec le président des États-Unis, il est bien placé. C'est un membre permanent de sécurité. La France, c'est une puissance dotée et c'est un digne représentant de l'Europe dans sa... Donc je pense que c'est une initiative, j'espère qu'il sera entendu et ça participera aussi à un règlement de paix durable si tous les acteurs intéressés sont inclus. Patrick Ancel, je vous laisse finir en quelques mots, s'il vous plaît. Il a fait le job. On ne pouvait pas rester sur le discours de Munich de J.D. Vance. Il fallait aller parler directement au président. C'était peut-être d'ailleurs le but. Après, forcément, on affiche un optimisme de circonstance. On tend le dos quand même sur la suite. Il y a quand même énormément d'incertitudes et je ne pense pas que ce soir on sera en capacité de les lever toutes. L'enjeu numéro un, c'est de s'interroger sur les buts des uns et des autres. Le but, le colonel l'a dit, Trump, il est là pour faire un deal, c'est un businessman. Il veut sortir brandi, entre guillemets, de ces négociations et apporter quelque chose aux Américains. Ces 500 milliards, c'est symbolique. Il n'existe pas, ces 500 milliards. Même en creusant l'ensemble du sol de l'Ukraine, on ne va pas arriver à les sortir avant un certain temps. L'enjeu est au-delà de ça. Il est dans j'ai gagné le deal, point barre. Ce sera le discours. Quoi qu'il y ait à l'intérieur. Côté russe, même si une trêve, il faut avoir en tête que ce ne sera pas la fin de la guerre et que la Russie est championne de la guerre par d'autres moyens. Cyberattaques, désinformation, déstabilisation. On a vu l'opération menée en Roumanie de main de maître qui a failli passer d'ailleurs, qui est une opération de déstabilisation via TikTok en pleine élection présidentielle. Le conflit va se jouer là, dans les dimensions non militaires, quelle que soit la trêve qui sera signée sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a un enjeu de préparation, préparation à cette guerre alternative. Merci beaucoup Patrick Cancel, analyste des questions de défense et expert en gestion de crise. Merci beaucoup d'avoir enrichi ce débat ce soir avec mon autre invité. Merci. Merci. Et merci à vous également, colonel Hassan Saoud. C'est moi, madame. Voilà, c'est la fin de cet épisode Questions d'actu. Très bonne soirée.